Notre panel politique, Hélène Buzetti, Michel David, Chantal Hébert, bonsoir. 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 Je vous fais entendre tout de suite, à la période des questions à Ottawa, M. Poilievre qui demande est-ce que M. Trudeau va, comme M. Biden, dire que c'est Israël responsable, est-ce que c'est pas Israël responsable de cette attaque sur l'hôpital? Et on revient ensuite. Does he agree with President Biden that the offending missile originated with terrorists in Gaza? We are also adamant that attacks on civilians are wrong. We call on all parties to observe international law. Our hearts go out to the innocent Palestinian victims. Et il y avait M. Trudeau. Oui, on a vu certains éléments préliminaires, mais on va continuer de travailler avec nos alliés le plus rapidement possible avant d'établir des conclusions finales et fermes. Voilà, donc prudence. Hélène, à Ottawa aujourd'hui, certains lui avaient reproché d'avoir répondu trop vite à quelques heures après l'annonce. Donc là, la nouvelle ligne, c'est de la prudence, Hélène. Oui, en même temps, il faut quand même recadrer tout ça. Lorsque M. Trudeau avait répondu à la suite de l'explosion, il n'avait jamais dit que c'était la faute d'Israël, contrairement à ce que certains ont prétendu. Il ne s'est jamais aventuré sur la responsabilité et donc, en ce sens, il n'a pas à se récuser, il n'a pas à s'excuser. Je suis assez d'accord avec la posture que prend M. Trudeau ici, parce que pourquoi choisirait-on un camp? Il y a encore tellement de questions en suspens par rapport à cet accident. Il y a des choses qui ne collent pas. On se demande, bon, si ça vient d'Israël, comment se fait-il qu'il n'y aurait pas de cratère? Mais au contraire, si ça vient de Hamas, comment se fait-il que ça fait autant de dommages alors que leurs roquettes d'habitude n'en font pas autant? Il n'y a pas de raison factuelle de se mouiller à ce point-là. Évidemment, les conservateurs, eux, essaient de politiser ça, d'en faire la preuve, encore une fois, que le Canada n'est pas dans les bonnes grâces des États-Unis. Mais je vous rappellerai, il y a quand même un risque à prendre pour argent comptant tout ce que les États-Unis nous disent en termes de renseignements. Je vous rappellerai seulement peut-être l'épisode de l'Irak et des fameuses armes de destruction massive qu'on nous jurait qui étaient là et qu'on n'a jamais trouvées. Mais c'est clair que M. Poilievre, dans cette joute, voudrait que M. Trudeau, Chantal, se colle davantage et à Israël et à Joe Biden dans ce cas-ci. Oui, et de façon générale, le Canada va souvent et beaucoup se coller aux États-Unis dans plusieurs des cas. Effectivement aussi, la prudence aurait été d'être prudent au début plutôt que de sauter aux conclusions dans les minutes qui ont suivi les nouvelles qui sortaient de la région. Ça va arriver encore, qu'il va sortir des nouvelles. Aujourd'hui, je regardais le débat, c'est sur, et tous les experts de la Terre ou les sources de la Terre se contredisent, sur combien il y a vraiment eu de morts. Alors, 10 à 50 d'un côté, puis 100 à 300 de l'autre. Hélène a raison, moi aussi, je me souviens des armes de destruction massive. Mais il faut savoir aussi que Justin Trudeau, son gouvernement, sont sujets à d'intenses pressions des deux côtés, pas seulement de sources externes, mais à l'interne aussi, à l'intérieur du caucus, à l'intérieur du cabinet. C'est une corde raide et l'exercice est difficile. Ce qu'on veut éviter, je pense, du côté du gouvernement du Canada, c'est pas tant de faire plaisir à Joe Biden ou de faire plaisir aux uns ou aux autres, mais c'est d'éviter que des manifestations, des tensions entre communautés de la diaspora au Canada deviennent de plus en plus exacerbées. C'est marcher, Michel David, sur un fil de fer. Là. C'est un sujet tellement explosif, tellement émotif, qui remonte à tellement loin. Les gens ont des opinions tranchées. C'est extrêmement difficile. Oui, M. Trudeau marche sur des œufs, mais des fois, c'est une bonne idée de faire ça. C'est compliqué, là, mais si, par exemple, il choisissait son camp et, de toute évidence, les pressions sont fortes pour qu'il se rallie à la ligne américaine, et qu'on découvrait dans quelques jours ou quelques semaines que ce n'est pas le cas.
Là, faire un 180 degrés, ça serait compliqué. Et je pense qu'actuellement, la posture de M. Trudeau est la plus responsable. Elle est peut-être la plus politiquement difficile, mais elle est très responsable. Et des deux côtés, là, les gens sont tellement enragés que quoi que vous choisissiez comme version, même si c'est la bonne, l'autre camp ne le croira jamais. Alors, mieux vaut ne rien dire. Mais justement, vous parlez de tension. Hélène, je vais vous donner la parole après, mais on va vous faire entendre deux députés, justement, ça exprime bien la tension dans le caucus, au sein même du caucus libéral. On écoute. Moi, je pense qu'Israël a le droit de se défendre. Israël est attaqué par un groupe terroriste et je ne vois pas beaucoup des pays qui ont un groupe terroriste qui a comme leur définition un désir d'exterminer le pays. Nous sommes une partie avec des opinions diverses, mais ce que je peux dire, c'est que le gouvernement du Canada croit fortement dans le droit de défense d'Israël. If I was behind an artillery cannon and I knew this would fall on hospitals and schools, I would not push that trigger. There have been about 20 hospitals that have been hit during this strike. This war, butchery, is what it is. Ça, c'est dans le caucus. Alors, dans la société canadienne, ça se répercute aussi. Hélène, vous... Oui, c'est dans le caucus, puis encore, c'est ceux qui osent prendre la parole publiquement. Écoutez, traditionnellement, le Canada, officiellement, a une position de neutralité où il croit à la solution des deux États et répartit les blâmes équitablement. Dans les faits, le Canada est beaucoup plus collé sur l'Israël que la part palestinienne dans ce conflit-là, par les résolutions à l'ONU et même par tout le discours. On en a beaucoup parlé dans les derniers jours, le fait qu'on n'hésite pas à condamner ce que le Hamas a fait, à juste titre évidemment, mais on met beaucoup plus de gants blancs, on prend des pincettes pour parler de la situation humanitaire en ce moment à Gaza sans jamais imputer la faute à Israël. Donc, il y a ce biais que je pourrais dire, et là, ce que l'on voit se manifester, il y a au moins 5 députés libéraux d'arrière-ban qui sont sortis pour dire « Eh oh, il faut que notre langage soit plus ferme. » Donc, vous faisiez jouer M. Zouberi, mais il y a eu aussi M. Halley, M. Lightbound, je pense à Mme Zaïd aussi, qui ont soit demandé des cessez-le-feu. Sur Internet, sur le Twitter, il y en a une autre qui a dit que ce déplacement de population vers le sud de Gaza constitue un crime de guerre. Alors, il y a de plus en plus comme ça de députés qui sont mal à l'aise avec le fait qu'on ne nomme pas les choses correctement et que on critique d'un côté le Hamas, très bien, mais qu'on critique peut-être pas suffisamment Israël de l'autre. Oui. Chantal, Michel, je reviens à l'image du fil de fer, parce que oui, critiquer Israël, mais avec l'horreur de ce qui a été commis par le Hamas, avec le positionnement américain, puis depuis 10 ans, on pourrait dire, on s'est davantage rapproché sur la position de Washington là-dessus, là, Michel. Oui, mais voyez-vous, si, par exemple, on en arrive à la conclusion qu'Israël est la responsable, ça veut dire que, et qu'on demande un cessez-le-feu, c'est comme nier le droit à Israël de se défendre. Et inversement, si c'est le Hamas ou le djihad islamique, disons, qui est tenu responsable, bien, on se trouve à dire, ouais, bien, c'est vrai, ils ont raison qu'ils rentrent dans le tas, ça n'a pas de bon sens avec ces barbares-là. Alors, c'est certain que le fil de fer, là, il est d'une minceur et il est très facile de tomber dedans. Et surtout, je pense que tout le monde a à l'esprit que si jamais on décide de cautionner une action d'Israël dans la bande de Gaza, le conflit risque fortement de se généraliser dans la région. Chantal, en fait, le Canada a déjà cautionné en disant qu'Israël avait le droit de riposter, le droit de se défendre. La question, c'est, en faisant ça, vous devez suivre les règles de la guerre, là, Chantal, mais c'est là où ça devient moins évident à Gaza. Bon, d'abord, l'idée que le Canada, quelque part, est un arbitre de ligne qui, du fond de sa Chambre des communes, va distribuer les points et les punitions, c'est quand même un peu particulier. Considérant que le rôle du Canada dans le bal diplomatique est quand même un rôle marginal.
Mais ensuite, c'est totalement compréhensible, les députés que vous avez vus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 6 degrés de séparation entre ces députés-là, d'un côté comme de l'autre, et de la famille, des amis, des proches qui, d'un côté comme de l'autre, sont en train de souffrir. Mais je vous dirais, et là, je vais tomber dans le cynisme journalistique, au bout de la semaine, les deux camps ont compté des beaux points de propagande cette semaine. D'abord, le Hamas est en ayant ce retentissement médiatique, là, le New York Times, des médias importants qui ont dit « Regardez ce qu'Israël a fait », mais aussi Israël, parce qu'on a complètement occulté la situation des civils qui vivent dans la bande de Gaza, qui subissent un blocus où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vivres et il n'y a pas de carburant. Ce serait prudent de la part des politiciens canadiens de se dire qu'ils ne sont pas là pour finir chaque semaine en se demandant s'ils sont du bon côté de la ligne. Si je peux juste ajouter, Oui, je suis assez d'accord avec Chantal qu'on est un joueur insignifiant et que ce qu'on aura à dire ne sera pas vraiment important. Mais justement, parfois, ce sont ces petits joueurs-là qui peuvent au moins adopter peut-être une posture un peu plus vertueuse. Et là, comme ça, en se collant sur les États-Unis, on envoie le signal à la communauté internationale que nous ne sommes pas une voix originale sur la scène internationale. Et si on cherche une explication au fait qu'on n'a pas réussi à avoir un siège au Conseil de sécurité en 2010, en 2020, bien, elle est peut-être là, en partie, l'explication, et ça augure peut-être mal pour notre tentative d'en obtenir un en 2028. Très bien. On revient avec des questions qui choquent des gens, mais sans aucune commune mesure. Les droits de scolarité, je vous montre, vous les connaissez bien, mais les gens à la maison qui nous regardent ne lisent pas nécessairement toute la presse canadienne, anglaise. C'est vraiment, ça choque. Bon, non, ça, c'est le tableau. Ça, c'est ce que va faire le gouvernement Legault, c'est-à-dire de faire passer de 8 900... Bon, on reviendra après. OK. Parlons des articles, donc. C'est partout dans le Globe, dans le National Post. Chantal, je commence avec vous. On ne décolère pas. On dit le Québec n'a pas à doubler, tripler dans certains cas les droits de scolarité pour les étudiants canadiens qui viennent étudier au Québec. C'est une erreur. Je vous rappelle la motivation du gouvernement Legault de dire on va faire payer plus ces gens-là et il y aura un système de péréquation entre les universités anglophones et francophones pour redistribuer l'argent. Et on ne s'en cache pas, pour qu'il y ait moins d'étudiants anglophones dans une ville comme Montréal. Chantal, on ne décolère pas, là. Non, et on carbure, entre autres, à la réaction de plusieurs francophones, y compris la mairesse de Montréal, qui dit vous venez de réduire le statut ou le rayonnement international de Montréal, ce qui semble une étrange idée à sa face même. Le terrain n'a pas été vraiment préparé pour ça. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est pas tant la réaction, souvent exagérée d'ailleurs, quand on lit le Québec n'aura plus d'économie parce qu'on va avoir moins d'étudiants du reste du Canada à McGill, il ne faut quand même pas charrier. On tombe dans cette espèce d'idée qu'une société ne peut pas fonctionner à moins que sa langue commune soit l'anglais. Et ça revient à chaque fois qu'il y a ce genre de débat. Mais néanmoins, ce qui me frappe le plus, c'est l'espèce de panique qui s'est emparée de François Legault depuis sa défaite aux mains du PQ dans Jean Talon. C'est comme si, ça me rappelait les pièces de Shakespeare, là, où Macbeth voit le fantôme qui craint le plus, et là, il se dit, il faut que je fasse quelque chose pour que ce fantôme-là disparaisse. C'est comme si M. Legault cherchait, de toutes sortes de façons extraordinairement maladroites et peu inspirées en politique publique, à se donner une vertu, dans le cas du troisième lien dans la région de Québec, et dans ce cas-ci, du côté nationaliste, pas convaincu qu'à terme, ce soit vraiment payant, mais ça fait panique un peu. Michel David, est-ce que vous comprenez les motivations de M. Legault? Est-ce que les moyens sont efficaces et tiennent la route? Bien, écoutez, c'est pas de doubler les frais de scolarité qui va tout d'un coup transformer Montréal et en faire un océan francophone, là. C'est clair qu'une politique linguistique, c'est fait de toutes
toutes sortes de petits morceaux. Mais c'est certain qu'à Montréal, la présence de, au moins 20-25 000 étudiants anglophones qui viennent de l'extérieur, que ce soit du Canada ou de l'étranger, ça ne contribue pas là, au visage français de Montréal. Le commissaire à la langue française le disait dernièrement, c'est un facteur d'anglicisation. Maintenant, la réaction au Canada anglais, écoutez, à chaque fois qu'il y a une loi linguistique ou une mesure linguistique, c'est la fin du monde, automatiquement. Et la nuisance à l'économie, à chaque fois, c'est la même chose. Si on dit qu'il faut ne choisir que des immigrants qui parlent français, c'est épouvantable, on ne trouvera pas la main-d'œuvre pour nos entreprises. S'il faut franciser les immigrants dans les entreprises, c'est épouvantable parce que ça va prendre trop de temps et ça va coûter trop cher. Alors, il ne faut pas catastropher non plus. Maintenant, je conçois que McGill soit fâché, mais il y a une réalité, c'est qu'il y a un déséquilibre chronique dans le financement des universités francophones par rapport aux anglophones. Et il y a aussi la réalité, c'est que les Québécois ont-ils à financer les études de gens qui viennent au Québec, de Toronto ou d'ailleurs, parce que ça coûte moins cher? Hélène? Oui, je suis assez d'accord avec Michel. Il y a quelque chose de viscéral dans cette réaction-là. Je suis retournée un peu en arrière et je me souvenais qu'en 2015, la Nouvelle-Écosse avait, elle aussi, décidé de déplafonner ou de déréglementer les frais de scolarité pour les étudiants qui venaient pas de la province, donc les étudiants canadiens notamment. Et j'ai fait une petite recherche dans les bases de données, puis cette nouvelle-là, elle n'a jamais sorti des frontières de la Nouvelle-Écosse. Dans le reste du pays, on n'a pas déchiré notre chemise sur le fait que la Nouvelle-Écosse fermait des fenêtres sur le reste du Canada. Alors, c'est évident que l'enrobage linguistique de cette annonce-là explique beaucoup là, la réaction. Par ailleurs, les chiffres que j'ai en tout cas, c'est que la question des étudiants canadiens, elle est beaucoup moins importante que les étudiants internationaux. On parle d'à peu près 15 000 étudiants qui arrivent du Canada au Québec à chaque année versus 55 000 qui viennent de l'international. Alors, c'est surtout ça, cette portion-là. Et à cet égard, eh bien, les frais planchers là, que Québec veut instaurer à 20 000 sont bien moins grands que les frais qui sont facturés ailleurs au pays. J'ai fait une petite recension cette semaine et puis, par exemple, là, à l'Université de la Colombie-Britannique, là, les frais pour les étudiants étrangers, c'est quelque part entre 40 et 60 000 par année. En commerce à l'Université d'Ottawa, l'Université de Toronto, pardon, c'est 67 000 par année. Alors moi, j'ai hâte d'entendre le lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, nous dire que la Colombie-Britannique et l'Ontario ferment des fenêtres sur le monde, comme il l'a dit cette semaine à propos du Québec. J'aurais aimé vous parler d'un débat qui a ressurgi. Ça nous rappelait 1995, ça nous rappelait même 80, la souveraineté, monnaie, armée. Mais on va garder ça, puis on va en reparler, parce que lundi, le Parti québécois va présenter le budget de l'an 1 et tout ça, mais ça a donné lieu à des échanges. C'est dommage, mais il fallait quand même qu'on passe du temps pour des raisons évidentes, sur Israël, le Hamas et tout ça, mais on va y revenir. Hélène, Michel, Chantal, merci, comme toujours. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.